Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous qui êtes ici rue des Carmes, bonjour à vous qui êtes en ligne. C'est un plaisir de vous avoir ici et un plaisir surtout d'accueillir Stéphane Lacroix qui vient donc présenter son dernier ouvrage. Alors je présente, Stéphane est un habitué de l'IREMO, mais je vais quand même le représenter rapidement, qui est professeur associé de sciences politiques à Sciences Po, également chercheur au Centre de recherche internationale, le CERI, et également co-directeur de la chaire d'études sur le fait religieux. Alors Stéphane est un spécialiste de la question du salafisme, puisque son précédent ouvrage, qui est une somme, comme la suivante d'ailleurs, portait sur le salafisme saoudien, ouvrage qui est paru en 2010. Et suite à ce travail, eh bien, Stéphane a continué cette recherche, mais en s'intéressant à ce moment-là au salafisme égyptien. Alors, le titre de son ouvrage précédent, c'est « Les islamistes saoudiens, une insurrection manquée » au PUF, et celui dont nous allons parler aujourd'hui, « Le crépuscule des saints », qui est publié aux éditions du CNRS. Alors, je demanderai d'abord à Stéphane de nous dire pourquoi ce titre, parce qu'effectivement, c'est un très, très beau titre. Et donc cet ouvrage, qui est une histoire du salafisme en Égypte, qui est une enquête sur le rapport entre l'islam et politique, comment cet islamisme ce salafisme a pris l'ascendant dans l'islam égyptien, et ça je trouve que c'est vraiment un élément extrêmement important, au point de constituer la deuxième force politique du pays en 2011. Donc on voit bien qu'il y a un certain nombre de questions que l'on se pose sur l'évolution de ce salafisme. Et c'est ce sur quoi Stéphane va revenir en nous présentant son ouvrage. Je vais donc lui demander de nous dire pourquoi ce titre, la méthode utilisée, parce que ce travail est issu d'un terrain de plusieurs années en Égypte, qui permet de donner à comprendre ce qu'est ce salafisme. Et je voudrais tout de suite préciser une chose, c'est quand on voit cette somme, on se dit « waouh !» C'est effectivement un travail d'une érudition évidente, mais extrêmement accessible. C'est-à-dire que c'est un livre qui se lit très facilement, même pour ceux qui ne sont pas des spécialistes du salafisme. Et donc, je peux que vous encourager, pour ceux qui sont intéressés par ce sujet, le lire et pas se laisser rebuter en se disant « c'est un travail d'érudit ». Oui, c'est un travail d'érudit, mais accessible. Et ça, je trouve que c'est vraiment un tour de force, puisque ce n'est pas du tout évident d'arriver à rendre accessible une telle masse de connaissances et d'analyses, connaissances aussi qui est le résultat d'un travail avec un certain nombre d'interlocuteurs de la région, et ça je crois que c'est très, très important. Et ce livre est en train d'être traduit en anglais et en arabe. Et ça aussi, c'est un élément que je trouve absolument essentiel, de savoir que cet ouvrage va pouvoir être lu dans le monde, et en particulier dans le monde arabe, ce qui est vraiment extrêmement important, mais d'où aussi la difficulté de ce travail de traduction pour être d'une précision extrême et éviter les moindres contresens qui pourraient avoir des conséquences importantes, comme vous pouvez l'imaginer. Donc Stéphane, écoute, tu as à peu près une petite demi-heure pour nous présenter cet ouvrage, et puis évidemment, comme d'habitude, après, vous pourrez prendre la parole, poser des questions sur ce formidable travail de Stéphane. Merci beaucoup Agnès pour tes mots, merci beaucoup à l'IREMO pour l'invitation, à Jean-Paul aussi. C'est un plaisir d'être ici. C'est la première fois que je le présente, cet ouvrage qui est sorti il y a quelques jours, donc je suis évidemment un peu ému, parce que c'est un travail de 12 ans, enfin, ouais, on va dire 12 ans, ça fait en fait un peu plus. J'étais habitué à l'idée que c'était 12, mais en vérité, ça a vraiment commencé en 2010, cette aventure, donc ça va faire presque 14. Ouais. Je l'avais terminé au bout de 12 ans, parce que c'était mon habilitation à diriger les recherches que j'ai soutenue en 2022. Donc effectivement, il s'est terminé en 2022, mais le temps de la transformation en un livre a été voilà, une année et demie supplémentaire, et donc il sort maintenant. Le titre, alors évidemment, je voulais un titre un peu littéraire, c'est toujours un plaisir, on fait quelque chose de scientifique, donc j'essaye de m'interdire les effets littéraires dans le livre,
Je pense qu'il est plus important quand on est chercheur d'être précis que de mettre des fioritures stylistiques. Mais dans le titre, on peut s'autoriser un petit plaisir littéraire. Et bon, la référence nietzschéenne pour les uns ou wagnérienne pour les autres, selon vos goûts musicaux ou philosophiques respectifs, ne vous aura pas échappé. Mais bon, l'idée, c'est évidemment de raconter une transformation qui s'est produite dans le religieux en Égypte, qui est celui du déclin de l'islam des saints et du remplacement, donc c'est-à-dire de ce qu'on appelait en Égypte, ce que j'appelle en tout cas dans le livre l'islam traditionnel, dont le soufisme était une part importante, et du remplacement de cette norme anciennement soufie par d'autres référents normatifs dont le salafisme fait partie. Donc le crépuscule des saints, c'est la transformation de cette norme traditionnelle en quelque chose de nouveau qui va s'imposer dans les dernières décennies du XXe siècle et jusqu'à aujourd'hui, d'une certaine manière, qui continue. C'est ce que je mets dans le terme salafisme, mais je vais le définir avec vous, parce que c'est un terme qui est lui-même mal compris, voilà, qui fait l'objet de tous les abus sémantiques, donc je vais le redéfinir avec vous pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. Mais voilà, donc le crépuscule des saints, c'est un clin d'œil à ce déclin de l'islam traditionnel et voilà, et cette transformation de la norme. La méthode, c'est que j'ai commencé ce travail en 2010. Je venais de terminer mon travail sur l'Arabie Saoudite. J'avais travaillé sur le salafisme saoudien et j'avais envie, pour mon projet suivant, d'aller regarder ce qui arrivait au salafisme quand il s'exportait d'Arabie et voir ce que le salafisme pouvait produire ailleurs que dans son berceau saoudien. Je m'interrogeais au départ beaucoup sur les liens qui pouvaient exister entre les salafistes hors d'Arabie et le salafisme en Arabie. Et puis, en fait, petit à petit, je me suis laissé convaincre que l'Égypte, le salafisme en Égypte était un sujet en soi, que le lien avec l'Arabie était réel, mais qu'il était souvent surestimé, en fait, que le salafisme en Égypte avait sa propre histoire et qu'il fallait le regarder par un prisme égyptien et plus simplement y voir une sorte de greffe depuis l'Arabie Saoudite. Donc l'idée, c'est de le replacer en fait dans son contexte d'évolution, sans oublier évidemment que l'Arabie Saoudite joue un rôle et elle apparaît fréquemment dans le livre, cette Arabie Saoudite, mais évidemment le salafisme égyptien n'est pas réductible à son ascendance saoudienne. Donc j'ai commencé en 2010, au départ avec cette idée qui a donc évolué avec le temps. Et puis surtout, j'ai été surpris par la Révolution. Parce qu'en fait, moi, j'ai commencé ce terrain en mai 2010 avec beaucoup de difficultés. Parce que sous Moubarak, le salafisme, c'était un sujet qu'on n'avait pas le droit d'étudier. Ce qui est intéressant, c'est que les régimes autoritaires ont tendance à fixer des lignes rouges. Et les frères musulmans étaient un sujet autorisé sous Moubarak. Vous aviez, quand vous alliez rencontrer les chefs des frères musulmans, vous aviez une queue de chercheurs et de journalistes qui attendaient dans le bureau de Essam El-Arian, qui était l'une des figures les plus médiatiques à l'époque de la confrérie. Et ça, c'était autorisé par le pouvoir. Et vous avez toute une flopée de livres sous Moubarak dans les 10 dernières années qui sortent sur les frères musulmans, et les chercheurs peuvent travailler. Mais il y avait une sorte de volonté de l'appareil sécuritaire égyptien de rendre le salafisme inaccessible. Alors même qu'il était devenu extrêmement visible, que les chers salafistes avaient une audience massive en Égypte, mais on ne pouvait pas les rencontrer. Et moi, je m'étais heurté plusieurs fois à l'appareil sécuritaire. J'avais eu quelques visites désagréables de la Sûreté d'État à la fin de l'année 2010, parce que j'allais passer mon temps à Alexandrie, essayer de rencontrer des salafis. J'avais malgré tout commencé à rencontrer pas mal de monde. Et puis advient la Révolution. Et là, je vois ce mouvement salafiste que j'avais commencé à étudier, avec des difficultés, mais j'avais commencé à rencontrer des gens, j'avais commencé malgré tout à me familiariser avec le mouvement. Et là, je le vois émerger brusquement. Je le vois devenir politique, fonder des partis politiques, le parti An-Nour, qui allait devenir le deuxième parti politique d'Égypte. Et j'ai une position qui est tout à fait intéressante, parce que
ce sont des acteurs que je connais et dont j'observe la transformation pratiquement en temps réel, avec des moments très curieux où je me retrouve dans une situation que je dois m'interroger pour gérer. Au printemps 2011, celui qui allait devenir le porte-parole du parti An-Noul, c'est quelqu'un que j'avais rencontré avant, je l'avais déjà interviewé. Et puis là, finalement, il se lance dans l'aventure du parti An-Noul. On se connaît, on a déjà fait plusieurs entretiens ensemble. Il rédige la première mouture de ce qui allait devenir le programme politique d'An-Noul, et il me l'envoie en me disant « T'es prof de sciences politiques, qu'est-ce que t'en penses ?» Je lui dis bah, « C'est un peu compliqué, moi je ne vais pas expliquer comment faire de... » On se retrouve dans ce type de situation parfois quand on est chercheur. Parce qu'évidemment, on développe des liens avec nos acteurs, on a des discussions qui parfois vont au-delà simplement du sujet de recherche. En même temps, on doit maintenir la neutralité axiologique, on a des distances. Moi, je lui dis, bah, je ne peux pas vous expliquer. Ça veut dire quoi? C'est bien un parti politique? Je lui dis, oui, effectivement, ça remplit les critères de ce qu'on attendrait. Après, l'important, c'est que vous y mettiez votre vision. C'est pas moi qui vais vous dire ce qu'il faut y mettre. Mais donc, c'est très intéressant parce qu'on a des acteurs qui apprennent à faire de la politique à ce moment-là et qui s'emparent de toutes les ressources qu'ils ont à disposition. Et donc, il y a un chercheur sous la main, il est prof de sciences politiques, et donc on lui dit « T'en penses quoi ?» Donc voilà, ça fait partie des anecdotes de ce terrain qui n'en a pas manqué. À partir de là, bah, j'ai toute cette période de la transition post janvier 2011, où là, pendant 2 ans et demi, tous les acteurs deviennent accessibles. Et donc c'est un moment pour la recherche absolument extraordinaire. C'est-à-dire que l'appareil sécuritaire qui, avant janvier, fermait les terrains, il est hors service, et il va revenir en service avec le coup d'État de juillet 2013. Et donc là, pour le chercheur, c'est un moment extraordinaire. Donc à ce moment-là, moi j'ai la possibilité de... Et donc je passe la plus grande partie de mon temps en Égypte, en fait, pendant toute cette période, et je rencontre la plupart des figures historiques du salafisme égyptien. Je passe mon temps avec des militants. Tous les vendredis, je vais m'écouter un prêche de tel ou tel cheikh, où on a des sites internet très bien faits. C'est un peu l'officiel des spectacles salafistes qui vous donne dans telle mosquée, vous avez le cheikh machin tel jour, etc. Donc moi, je me fais un programme en me disant tiens, celui-ci, je ne suis pas allé l'écouter, donc je vais l'écouter. Donc, mais ça c'est permis par le contexte de la Révolution. Donc brusquement, effectivement, on a un terrain qui jusque-là était impossible, qui va pouvoir être mené pendant 2 ans et demi et qui va se refermer. Donc j'ai essayé d'en tirer le maximum. Donc beaucoup d'entretiens, beaucoup d'observations ethnographiques, beaucoup de discussions informelles en fait, parce que les salafis, comme tout le monde, en fait, fréquentent les cafés du Caire. Finalement, dans la période révolutionnaire, le café est vraiment le lieu de débat politique. Et donc, les discussions durent jusqu'à tard et on se retrouve aspiré dans tous ces débats qui sont ceux de cette Égypte qui est en train de se réinventer, même si tout ça va finir mal, avec la restauration post-coup d'État de 2013. Mais ce moment est évidemment tout à fait intéressant pour le chercheur, là encore, à observer. Mais moi, je ne vais pas me contenter d'observer le mouvement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi de revenir en arrière. Et donc, ce que j'essaye de faire dans ce livre, c'est pas simplement de chroniquer la période 2011-2013, mais c'est surtout de comprendre pourquoi, en 2011, le salafisme est déjà si fort. Et pourquoi, quand les salafis créent un parti politique au printemps 2011, en l'espace de quelques mois, ils deviennent le second parti d'Égypte avec plus de 25% des voix et donc la deuxième force politique au Parlement. Et évidemment, on ne peut pas comprendre ça si on ne remonte pas l'histoire, qu'on ne remonte pas aux périodes précédentes pour comprendre ce qui s'est produit dans l'islam égyptien pour que le salafisme ait acquis cette centralité. Donc, s'il fallait résumer le livre... Difficile quand même. Voilà, de manière un peu rapide, je dirais qu'il part de ce constat. C'est-à-dire il part du constat que moi j'observe déjà en 2010, avant la Révolution, qui est celui de la transformation du référent religieux en Égypte, avec cette présence normative qui est au sein de l'islam égyptien du salafisme, que l'on observe par un certain nombre de choses à l'époque. C'est évidemment la transformation des pratiques et des mœurs religieuses qui sont très visibles dans l'espace public en Égypte.
le déclin de la fréquentation des maoulids, c'est-à-dire des anniversaires des saints soufis. Le maoulid en Égypte, quelques décennies plus tôt, c'est-à-dire l'anniversaire du saint soufi, que ce soit à Tanta ou dans les grandes villes religieuses d'Égypte, où on allait annuellement célébrer l'anniversaire du saint, connaissent un déclin massif de fréquentation et sont critiqués. Quand on rentre dans les librairies égyptiennes et religieuses, on a des livres partout qui vous expliquent que le maoulid, c'est interdit par l'islam, qu'on ne doit pas célébrer les saints, que c'est de l'associationnisme, que dans une logique très, pour le dire un peu vite, calviniste, qui est celle du salafisme, c'est le lien direct entre l'homme et Dieu, et les intermédiaires que sont les saints sont à proscrire. Donc ça, c'est évidemment une conception qui aurait été complètement étrangère à un Égyptien de la moitié du XXe siècle. Et plus encore avant, hein, où le culte des saints en Égypte, c'était un peu le ciment de l'islam égyptien. On observe des pratiques vestimentaires. Hein. Quand on est dans l'Égypte des années 2000, on voit bien effectivement que il y a ce qu'on appelle une orthopraxie, c'est-à-dire une manière d'incarner la norme dans son apparence, dans son vêtement, qui s'est transformée. Le niqab chez les femmes est devenu beaucoup plus courant. Hein. Chez les hommes, là encore, on va plus fréquemment voir là encore les signes extérieurs d'appartenance au salafisme que sont la barbe en broussaille, la galabia, mais plus courte, parce que les salafis considèrent que le vêtement ne doit pas traîner par terre, parce que il faut s'habiller de manière humble, et donc le vêtement doit remonter sous la cheville. Donc ce sont des codes vestimentaires dont on va voir effectivement la présence importante dans l'espace public. Et même au-delà, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas simplement les codes mis en pratique, mais quand on discute avec les gens, on s'aperçoit effectivement que beaucoup vous disent « c'est comme ça qu'il faut faire ». C'est-à-dire que si vous leur dites qu'est-ce que tu penses du maoulid, est-ce que toi tu vas aller au prochain maoulid, ils vous disent « non, non, c'est haram ». Et puis ils vous disent « bon, peut-être j'irai, mais c'est pas bien, il ne faut pas que j'y aille. Je sais que je ne dois pas y aller ». Donc c'est intéressant, c'est qu'il y a aussi un décalage toujours entre les normes et la pratique. Beaucoup de gens vous disent « c'est comme ça qu'il faudrait faire ». Moi, je ne le fais pas. Je me souviens de beaucoup de discussions, en particulier, l'homme est faible. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que dans la définition de la norme, dans la bataille des idées, il y a toute une normativité qui a été redéfinie par un certain nombre de conceptions qui étaient celles du salafisme, qui est devenue prégnante. Où on va vous dire, effectivement, quand on vous posait une question sur l'islam, on va vous donner la réponse salafie. Est-ce que, je ne sais pas, une autre question qui va être importante pour les salafis, est-ce qu'on a le droit de fêter de dire à un copte Joyeux Noël quand on est musulman? Dans les années 50, ça n'aurait pas posé problème. Un musulman égyptien aurait pu dire Joyeux Noël à ses voisins coptes. Dans les années 2000, on va vous dire, on n'a pas de problème avec les chrétiens, ce sont nos voisins, souvent on va vous expliquer, on est tous égyptiens, etc. Mais ça, désolé, religieusement, on n'a pas le droit. Parce que c'est une fête qui n'est pas musulmane, il n'y a que 2 fêtes en islam. Et donc dire Joyeux Noël, ça voudrait dire légitimer quelque chose qui est contraire à l'islam. Donc c'est sur des questions comme ça que va se dessiner en fait la norme. Quand moi je parle du salafisme, encore, hein, c'est pas... la question, elle va se manifester d'abord dans des choses de pratique. C'est certainement une plus grande austérité, un caractère plus strict de la manière dont l'islam est mis en pratique. Ça n'est pas du tout, tel que je l'entends ici, associé à d'autres choses que, effectivement, le débat médiatique associe fréquemment au salafisme, le djihadisme, le terrorisme. On ne parle pas du tout de ça ici. Hein. Moi, je vous parle de transformation des pratiques et des mœurs. Et la plupart du temps, les salafis que moi j'ai rencontrés étaient parfaitement civils, très corrects, moi m'ont très bien reçu. Mais voilà, on définit l'islam comme étant, selon un certain nombre de codes, de règles, de normes, que sont celles que je décris ici. Quand on regarde dans les librairies islamiques, là encore, la littérature a changé. Dans les années 2000, on a toute une prégnance d'auteurs qui sont des auteurs que, quelques décennies plus tôt, on n'aurait pas trouvé. Donc il y a aussi une transformation de la littérature. Et puis évidemment, donc après 2011, on a brusquement tout ça qui se manifeste politiquement avec ce parti politique salafiste qui devient le 2e parti politique d'Égypte. Donc là, évidemment, on sent qu'il s'est passé quelque chose. Et donc mon livre essaye d'expliquer ce qui s'est passé. D'abord en essayant de comprendre comment cette transformation et pourquoi cette transformation de la norme ou de la normativité islamique en Égypte s'est produite. Et c'est d'autant plus étonnant que l'Égypte était considérée historiquement comme le bastion
de l'islam traditionnel, hein, Al-Azhar, le phare de la théologie acharite, qui est la théologie justement contre laquelle se construit le salafisme, le phare du soufisme aussi. Hein, quand le Cheikh d'Al-Azhar, même le Cheikh actuel, est un soufi. Il appartient à la Khalwatiya, qui est une confrérie de Haute-Égypte. Et donc le soufisme à Al-Azhar a longtemps été, là encore, partie prenante de la norme. Un islam qui s'ancre dans les écoles canoniques, juridiques de l'islam sunnite, hein, que c'est le hanbalisme, le hanafisme, le shafiisme et le malikisme, que le salafisme prétend dépasser. Donc ce qui est de plus en plus intéressant, c'est que l'Égypte, qui traditionnellement en fait a été un lieu de rayonnement de cet islam traditionnel, acharite, soufi, etc., est aujourd'hui celui dans lequel cette transformation s'est passée d'une manière aussi, à mon avis, spectaculaire. Et donc c'est aussi ce paradoxe-là qui m'intéresse. Hein. Pourquoi en Égypte, alors même qu'on aurait pu penser que l'Égypte est celle qui avait les plus grandes résistances internes au salafisme, eh bien pourquoi cette transformation s'est produite dans ce pays? Et le livre se refuse à l'explication qu'on va vous donner, en fait, si vous demandez la première chose, si vous prenez un taxi en Égypte et que vous discutez de ça avec le chauffeur, il va vous dire c'est l'Arabie Saoudite. Ouais. L'Arabie Saoudite. C'est l'influence de l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite a mis de l'argent depuis des décennies pour salafiser tout le monde. Ça, c'est l'explication, ce que j'appelle de sociologie spontanée. Moi, dans mon livre, j'essaye d'expliquer que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire que l'Arabie Saoudite, certes, a eu un rôle prosélyte, depuis les années 70, en particulier avec les revues du pétrole, mais ça n'explique pas tout, le prosélytisme saoudien. Et en particulier, si le prosélytisme saoudien expliquait tout, la transformation se serait produite partout. Or, on voit des pays où effectivement cette transformation vers le salafisme a été beaucoup plus massive que dans d'autres. Donc, certes, il y a une influence de l'Arabie Saoudite, mais il y a aussi un contexte local qui fait que dans certains cas, le salafisme s'est mieux acclimaté et que dans d'autres, les résistances ont été plus fortes. Donc, qu'est-ce qui explique que dans le cas égyptien, cette transformation se soit produite de cette manière-là? Ça, c'est donc la première question que j'essaye de traiter dans le livre, c'est à laquelle j'essaye de répondre. La seconde question, c'est la question du rapport entre salafisme et politique. Et en particulier parce que, en 2011, le salafisme devient politique, il fonde des partis politiques, et en particulier le grand parti politique qui est An-Nour, celui qui obtiendra 25% des voix aux premières élections démocratiques égyptiennes. Mais dans les décennies qui ont précédé, le salafisme se distinguait plutôt par son refus du politique, et en restant en retrait du politique. Donc, comment comprendre que le même mouvement qui, pendant des décennies, s'est présenté comme un mouvement de prédication sociale qui se tenait à l'écart du champ politique, comment comprendre qu'en 2011, il fait le choix inverse, et comment expliquer cette transformation. Et c'est là que moi, je vais introduire une notion de sociologie pragmatique, qui est la notion de grammaire d'action. Et ce que le livre va aussi essayer d'expliquer, c'est ce que j'appelle la grammaire d'action du salafisme, en essayant de trouver une cohérence, en fait, à l'action politique des salafis, y compris quand ils se tiennent en retrait, mais aussi quand ils rentrent dans le champ politique. Et pour moi, à mon sens, ça n'est pas tant un revirement que le fruit d'une certaine cohérence, en fait, que j'essaye de faire ressortir par-delà, voilà, la première impression qui est celle d'un revirement. Alors, peut-être pour être clair ici, je vais commencer par définir très brièvement ce que j'appelle le salafisme, puisque j'en ai donné quelques manifestations ici, etc., mais le salafisme, c'est, à mon avis, un concept à distinguer, et c'est ce que j'essaye de faire dans le livre, de l'islamisme. Et je pense que ces deux mouvements doivent être séparés, doivent être considérés comme distincts analytiquement, parce que si on ne fait pas cette distinction, on ne s'autorise pas à comprendre ce qui va se passer dans ce XXe siècle égyptien. Salafisme et islamisme sont tous les deux les héritiers de ce que les historiens ont appelé le réformisme musulman. Le réformisme musulman, c'est ce grand mouvement de réforme en islam qui débute à la fin du XIXe siècle, dont l'épicentre est en Égypte et en Syrie, avec des figures comme Mohamed Abdou et ensuite Rachid Reda, qui sont des clercs et des intellectuels, qui partent de l'idée que
le monde musulman est en retard, que le monde musulman est en déclin, que c'est du fait de ce retard et de ce déclin que l'Europe s'est imposée culturellement, militairement et politiquement, et ça s'est traduit notamment par la colonisation. L'Égypte est colonisée par le Royaume-Uni à partir de 1882. Et donc c'est dans ce contexte d'introspection qu'un certain nombre d'intellectuels et de clercs en Égypte et en Syrie, mais moi je vais me concentrer ici sur l'Égypte, se posent la question du déclin et du retard. Et se disent, si nous avons décliné, si nous sommes en retard, c'est parce que nous avons perdu de vue ce qu'était le véritable islam. Et donc la solution au problème du déclin, elle est à chercher dans le renouveau de l'islam. Donc le réformisme musulman, c'est ça. C'est un mouvement qui veut mettre fin au déclin en réformant l'islam et en reconstruisant le politique sur la base de cet islam réformé. Ce sont des gens qui, au départ, appartiennent à des courants assez hétérogènes. Certains sont plus conservateurs, d'autres sont plus progressistes. Ils sont finalement déchirés entre une tendance, on pourrait dire, fondamentaliste, c'est-à-dire qui veut revenir aux sources de l'islam, considérer qu'il faut renouer avec un islam authentique et que c'est dans l'islam authentique que se trouve la clé du déclin. Mais d'autres considèrent aussi que c'est la clé de la modernisation. C'est-à-dire que ça n'est que parce qu'on redeviendra de vrais musulmans tels qu'à l'époque des premières générations que l'on pourra renouer avec la modernité, parce que ça nous permettra de se départir de ces siècles de tradition qui nous encombrent. Donc on a une tension en fait au départ entre fondamentalisme et modernisme. Ce qui va se passer au début du XXe siècle, c'est que ce mouvement du réformisme musulman, il va se diviser, à mon avis, en deux groupes. Ceux qui considèrent que la priorité, c'est de réformer le politique, et qui considèrent que la question politique est centrale, et que donc pour mettre fin au déclin, il faut rétablir un système politique fondé sur l'islam. Et ce sont, dans les années 20, les frères musulmans. En 1928, frères musulmans qui font du cœur de leur message ce concept d'État islamique, Dawla al-Islamiyya. Et donc c'est par la reconstruction du politique sur une base islamique, et donc l'État islamique c'est un État qui applique la charia, c'est comme ça que les frères musulmans le décrivent. Donc c'est par le politique que va se réformer, c'est par le politique que va avoir lieu le renouveau du monde musulman, et donc par la construction de l'État islamique. Et pour Hassan al-Banna, qui est le fondateur des frères musulmans, la question n'est donc pas tant de réformer l'islam que de réformer le politique. L'islam, pour Hassan al-Banna, c'est un donné sociologique. Il faut unir tous les musulmans par-delà leurs différences dans un projet politique commun, qui est celui de créer un État moderne, mais qui appliquerait la charia et qui rassemblerait les musulmans. À l'inverse, et donc c'est avec la création des frères musulmans, c'est la création de ce qu'on peut appeler l'islamisme. Okay, c'est le début du mouvement islamiste. À l'inverse, j'ai dit que donc le réformisme musulman, il avait eu deux héritiers. Le premier, c'est les frères musulmans et l'islamisme. Le second, c'est ce que j'appelle ici le salafisme. Et le salafisme, il est incarné par des acteurs qui, eux, considèrent que la vraie question, c'est celle de la purification de l'islam. Et que le politique est secondaire par rapport à la question de la purification de l'islam. C'est-à-dire que pour les salafistes, ce qu'il faut, c'est renouer avec l'islam authentique dans la croyance, et la question du credo et de la croyance est absolument centrale, aqida en arabe, mais aussi dans la question des mœurs. Donc c'est une réforme qui doit se faire par le bas, au niveau des individus. Et pour les salafistes, la question politique, au contraire, elle est secondaire. C'est par le bas que les sociétés vont se réformer. Et c'est une fois que l'islam aura reconstruit son assise authentique par le bas, par la société, que la question politique se posera un jour. Mais elle n'est pas prioritaire. Donc vous avez en fait une sorte de division qui s'opère entre des acteurs qui ont une grammaire d'action, pour employer le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, fondamentalement politique, et ce sont les frères musulmans, avec ce concept d'État islamique, et donc qui ont l'action politique
dans leur gène. Hassan el-Banna se présente aux élections dès 1943. Donc les frères musulmans et le fait de participer aux élections, ce n'est pas nouveau du tout. Et d'un autre côté, ce mouvement salafiste qui s'organise en Égypte dans les années 20. La première organisation salafiste d'Égypte, elle est créée en 1926 et elle s'appelle Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, les partisans de la tradition prophétique. Très intéressant, hein, 1928, les frères musulmans, 1926, les partisans de la tradition prophétique. Donc on a quasi-correspondance des dates. Et donc cette association, je vais l'appeler Ansar al-Sunnah pour ne pas répéter les partisans de la tradition prophétique. Elle s'appelle en arabe Ansar al-Sunnah al-Muhammadiyya, je vais l'appeler Ansar al-Sunnah. Elle met l'accent donc sur la purification du dogme islamique, le retour tel qu'ils le conçoivent à un dogme purifié des innovations, disent-ils. C'est ce terme de bédara qui est très important pour les salafistes. Donc il faut se départir de toutes les innovations et revenir à un dogme pur, authentique, strict, austère. Il s'appuie pour ce faire sur un certain nombre d'auteurs qui vont devenir un peu les piliers de la doctrine salafiste. Ce sont des auteurs qui appartiennent pour la plupart à la tradition hanbalite en islam. Donc Ibn Hanbal et ses contemporains. Ibn Hanbal, c'est le fondateur de l'école hanbalite. Et puis Ibn Taymiyyah, qui est un auteur du XIIIe siècle et qui est aussi un auteur qui est prisé des salafistes, très puritain dans son approche de la doctrine. Et puis les auteurs qui ont pour contexte l'Arabie saoudite telle qu'elle est fondée au XVIIIe siècle, Mohammed bin Abdel Wahhab, hein, cofondateur de l'Arabie saoudite du XVIIIe siècle, et ses successeurs en Arabie saoudite. Donc c'est par ce prisme-là qu'ils définissent l'islam authentique. C'est un islam, disent-ils, qui donc rejette le soufisme, rejette toutes les écoles non sunnites de l'islam. Le chiisme est aussi voué aux gémonies pour les salafistes, au profit d'une définition extrêmement stricte, exclusiviste de ce qu'est le sunnisme, une croyance en la relation directe entre l'homme et Dieu, un usage assez fréquent de l'anathème contre les contradicteurs, hein, en particulier sur des questions de théologie, et la promotion d'une norme de comportement religieux qui se réclame de la tradition prophétique et qui se traduit concrètement par une pratique, on va dire, ultra-conservatrice de l'islam. Hein, et donc une vision très conservatrice de la société qui ressemble un peu à ce qu'est la société saoudienne de l'époque, en fait. Et donc l'Arabie saoudite sert aussi, évidemment, de modèle. Hein. Et donc, interdiction de la mixité entre les sexes, etc. Toutes ces questions-là sont, pour les salafistes, très centrales dans la manière dont une société vertueuse doit s'organiser. Donc c'est cette dichotomie, à mon avis, initiale entre salafisme et islamisme qui est très importante. Les frères musulmans sont plus libéraux sur la question de l'islam. Ils sont plus ouverts à la diversité. Hassan el-Banna, il était soufi, il n'a pas de problème avec le soufisme, il va chercher même à participer au rapprochement qui se met en place dans les années 40 avec les chiites. Donc cette question de la pureté religieuse, pour les frères musulmans, elle n'est pas centrale. Les frères musulmans, c'est un projet politique d'abord. Et c'est un projet politique qui doit transcender les divisions au sein de l'islam au nom d'une unification autour du politique. Pour les salafis, c'est l'inverse. C'est la question de la purification du religieux qui compte. Donc cette question de la pureté. Hein, et donc je parle pour les salafistes de grammaire puriste. Alors, je vais essayer d'avancer un petit peu parce que je suis peut-être... oui, mais c'est passionnant, donc... Je vais essayer de passer un peu plus vite sur la suite. Mais il faut poser les bases de manière un peu claire au départ, pour savoir de quoi on parle. Donc, ce qui m'intéresse ensuite, c'est de comprendre, de réintroduire cet élément salafiste. Parce que dans toutes les histoires de l'islam égyptien au XXe siècle, en fait, le salafisme est souvent passé complètement inaperçu. Parce qu'en fait, le salafisme, il ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que ce sont des acteurs qui sont des acteurs sociaux, qui font de la prédication, hein, qui vont considérer que leur méthode, c'est la prédication, leur lieu d'activité, c'est la mosquée. À la différence des frères musulmans, qui sont dans l'associatif, qui font des partis politiques, qui se confrontent au régime dès 1952, qui connaissent la prison sous Nasser, qui reviennent, et donc qui ont suscité l'intérêt de nombreux chercheurs, parce que justement, ils sont très visibles,
le salafisme, lui, en fait, il a quasiment... il est passé en dessous des radars, complètement. Or, ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que le salafisme, en fait, il a eu un succès tout à fait remarquable dans sa volonté de redéfinir par le bas ce qu'est l'islam, dans sa volonté de redéfinir par le bas la manière dont les Égyptiens conçoivent l'orthodoxie islamique. Ça s'est fait en plusieurs étapes. Dans les années 20 à 50, donc la première période, qui est une période monarchique en Égypte qui précède la révolution nassérienne de 52, l'action de Ansar al-Sunna, cette première association salafiste, elle se déploie surtout dans l'édition. On est à une période où l'édition est en train de croître en Égypte. Les livres de la tradition islamique sont en train d'être publiés. Et il y a un vrai enjeu pour les salafistes d'imposer leurs auteurs. La question va être de savoir quels sont les livres publiés. Et qu'est-ce que vous allez trouver quand vous entrez dans une bibliothèque ou dans une librairie égyptienne de l'époque. Et les salafistes, en fait, vont faire preuve d'un ethos entrepreneurial tout à fait remarquable. Il y a un entrepreneuriat salafiste à l'époque qui est tout à fait remarquable et qui se manifeste dans le marché de l'édition. Ce qui fait que les salafistes, en fait, vont inonder dès les années 30 le marché du livre religieux égyptien de leurs auteurs. Un auteur comme Ibn Taymiyyah, qui est absolument inconnu en Égypte 30 ans plus tôt, devient l'auteur qu'on trouve le plus dans l'édition religieuse égyptienne. Un auteur comme Ibn Kathir, qui est un auteur de l'exégèse, de tafsir, qui là encore est un auteur qui appartient donc plutôt à la tradition des salafis, qui était un auteur qui n'était pas étudié à l'Azhar, qui n'appartenait pas à la tradition de l'islam égyptien telle qu'on l'apprenait jusqu'à la fin du XIXe siècle, est un auteur qui là aussi va connaître une diffusion massive. Les salafis sont très entrepreneurieux. Qu'est-ce qu'ils vont faire en particulier? Le tafsir d'Ibn Kathir, c'est un énorme livre, évidemment. C'est une exégèse coranique extrêmement longue. Ils vont le diviser en petits morceaux. Ils vont faire des petits livrets qu'on peut acheter pour 2 guirches. Hein. Donc on va trouver les petits livrets dans toutes les librairies religieuses égyptiennes qui sont à la caisse. Donc quand vous achetez vos livres, vous prenez le petit livret à 2 guirches en plus et vous avez récupéré un petit morceau de l'exégèse d'Ibn Kathir. Donc il y a toute une adaptation en fait aux conditions du marché. Et donc les salafis sont très forts. Ils investissent le marché de l'édition, ils le font avec beaucoup de succès. Et en l'espace de quelques décennies, en fait, un certain nombre d'auteurs qui jusqu'ici étaient des auteurs inconnus ou méconnus en Égypte vont occuper une place centrale dans le marché de l'édition. Il se trouve que ce sont les auteurs qui sont prisés par les salafis. Al-Azhar est très en retard. Les vieux oulémas d'Al-Azhar, depuis leur menbar, ne savent pas s'adapter en fait, aux conditions d'un marché qui a changé. Et donc, ils sont complètement dépassés par l'entrepreneuriat salafiste sur le marché de l'édition. Donc, cette première étape, c'est une étape d'imposition des auteurs dans le marché de l'édition. Les salafis aussi profitent de leur grammaire. C'est-à-dire que comme les salafis sont en retrait du politique, ils ne sont pas vus par les différents régimes comme un problème. Et je pense que c'est toute une partie de la raison du succès du salafisme. C'est que les frères musulmans, parce qu'ils sont dans une lutte politique, parce qu'ils s'opposent d'emblée au pouvoir, ils sont toujours susceptibles d'entrer en conflit avec le pouvoir. Dès la fin des années 40, sous la monarchie, vous avez un premier conflit entre les frères musulmans et la monarchie, qui va se solder par l'assassinat de Hassan al-Banna, le fondateur de la confrérie. En 52, quand Nasser prend le pouvoir, il le fait d'abord en alliance avec les frères musulmans, mais très vite, il se retourne contre les frères musulmans, qu'il perçoit comme des concurrents politiques, et il les met en prison. Pendant toute cette période, le salafisme perdure. Parce que, comme il ne fait pas de politique, et que la position par défaut des salafis, c'est de dire qu'on doit soutenir le pouvoir quel qu'il soit. Parce que soutenir le pouvoir, c'est aussi se donner l'espace de la prédication. C'est parce qu'on est en bon terme avec le pouvoir qu'on peut avoir la possibilité de s'organiser, de contrôler des mosquées, de vendre des livres, d'ouvrir des librairies. Et donc les salafis, parce que pour eux le politique n'a pas tellement d'importance en soi, ils sont prêts à faire toutes les concessions sur le politique. Donc quand la monarchie est au pouvoir, ils disent « nous sommes loyaux au grand roi Farouk que nous aimons beaucoup ». Puis Nasser arrive au pouvoir, ils disent « vive Nasser, le héros de l'arabité et de l'islam ». Et puis Nasser est renversé, ils disent « vive Sadat ». Et en fait, mais pourquoi le font-ils? Parce que pour eux, ça n'est pas c'est une concession mineure. Et les salafis pensent que le salut de la société, là encore, viendra par le bas.
Donc, faire une concession avec le politique n'a que peu d'importance, finalement. Donc, ça explique donc les étapes suivantes. Sous Nasser, le salafisme, en fait, on connaît bien l'épisode de la répression des frères musulmans sous Nasser, mais ce qu'on oublie, c'est que les associations salafistes, en particulier Ansar al-Sunna, restent autorisées pendant toute la période nassérienne. Et ils sont extrêmement influents sous Nasser, en fait. C'est-à-dire que les livres publiés continuent d'être publiés. La censure nassérienne censure tous les livres des frères musulmans. Mais finalement, dans ce qu'elle perçoit, probablement plus de ce point de vue de cette gauche un peu laïque qui entoure Nasser, elle y voit une sorte de tradition ancienne, des livres pour les spécialistes. Enfin, les Nassériens ne voient pas le problème du tout. Donc Ibn Taymiyyah, etc., continuent de publier. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'à la fin de la période nassérienne, dans la fin des années 60, quand vous avez ce mouvement de ce qu'on appelle en arabe la sahwa islamiyya, c'est-à-dire le réveil islamique, ce moment de la fin des années 60, après la défaite de 67, où le nationalisme arabe est défait, et où c'est l'islamisme qui devient où c'est en tout cas l'islam, pour le dire de manière large, qui devient le nouveau référent idéologique, qui donc va marquer le début de cette phase où c'est au nom de l'islam que se fait la politique pour l'essentiel dans le monde arabe. Eh bien, dans un pays comme l'Égypte, le salafisme, en fait, a déjà redéfini la norme. Ce qui veut dire que les acteurs des années 70 sont profondément influencés par une socialisation initiale salafiste. Donc, dès les années 70, en fait, le salafisme, il est devenu la norme dans les milieux militants. Si vous regardez des groupes comme les Jamaat Islamiyya, qui sont ces groupes qu'on trouve dans les campus universitaires égyptiens dans les années 70, ils se rattachent pour la plupart aux références salafistes. Dans les années 70, vous avez des polémiques sur les campus égyptiens autour de l'interdiction de la mixité entre les sexes, par exemple, qui est une question purement salafi. Le fait que les Jamaat Islamiyya militent ardemment pour la séparation des sexes, les frères musulmans n'avaient pas de problème dans les années 40 avec la séparation des sexes, ou avec la mixité. Les frères musulmans considéraient que, certes, une femme doit avoir un certain comportement de modestie, mais on pouvait imaginer, dans une conférence de Hassan al-Banna dans les années 40, qu'il y ait des hommes et des femmes dans la même salle. Donc dans les années 70, cette question du refus de la mixité va devenir une question centrale pour la plupart des groupes qui émergent. Et donc dans les campus égyptiens, c'est la grande question. 81, assassinat de Sadat, par un certain nombre de ces groupes qui se sont politisés. Et dans les années 80, vous avez donc cette période Moubarak qui commence. Et là, sous Moubarak, le salafisme va petit à petit devenir l'islam des masses. Donc, si vous voulez, si on divise les 10 en 3 périodes, les années 20 aux années 50, c'est la question de l'édition qui va être le terrain d'activité fondamentale des salafistes. À partir des années 60, ils redéfinissent l'islam des milieux activistes. Et à partir des années 80, c'est une popularisation du salafisme sous Moubarak qui est très liée à une stratégie du régime Moubarak. C'est que Moubarak, ayant très peur des frères musulmans, il va ouvrir un espace au salafisme et permettre au salafisme de sortir simplement des milieux de la religiosité militante pour toucher les masses de manière plus large. C'est sous Moubarak, par exemple, dans les années 2000, qu'une quinzaine de chaînes satellitaires salafistes sont autorisés à émettre en Égypte, ce qui est impensable pour une chaîne liée aux frères musulmans. Et d'une certaine manière, ce que Moubarak fait, c'est qu'il se dit, là encore, les salafistes sont dans la pureté, mais ils ne font pas de politique, donc ils sont moins dangereux pour le pouvoir que les frères musulmans. Donc, s'ils veulent ouvrir des chaînes, c'est très bien, et si les jeunes Égyptiens veulent devenir pieux, qu'ils deviennent plutôt pieux à la manière salafiste, ça évitera de faire monter la contestation contre le régime. Donc le salafisme, dans ce moment-là, dans les années 2000, devient vraiment un islam populaire. Et les grandes figures de l'islam égyptien des années 2000 sont des chers salafistes. Pour ceux qui connaissent, Abu Ishaq al-Huwaini, Mohamed Hussein Yaqoub, Mohamed Hassan, si vous, à mon avis, si... Je ne dis pas qu'à mon avis, d'ailleurs j'ai fait la tentative. Dans la fin des années 2000, vous demandiez à un Égyptien de vous citer 3 figures religieuses, c'est probablement les 3 que je viens de vous donner qui vous auraient cité. Parce que c'était ceux qu'on voyait tout le temps. Vous entriez dans une boutique, vous aviez Qanat al-Nas qui était allumé, et vous aviez le cher Yaqoub en train de prêcher. Donc il y a un moment où, de fait, cette religiosité, en fait, elle sort simplement des cercles militants et elle devient... Donc,
je termine le livre par 2 chapitres qui traitent de la période post-2011. Et je vais encore essayer d'être très bref sur ça, parce que on y reviendra peut-être. Qu'est-ce qui se passe en 2011 ? En fait, en 2011, pour moi, c'est la collision, l'entrée en collision de 2 processus. Le premier processus, c'est celui qu'on connaît bien. C'est la montée de l'opposition politique à Moubarak. Dans les années 2000, vous voyez des mouvements comme Kefaya, le mouvement du 6 avril, qui commence à s'organiser. Et en 2011, tout ça va donner naissance à un activisme politique, essentiellement mené par des jeunes qui se préoccupent relativement peu de la question religieuse en tant que telle. Certains des jeunes qui font la révolution sont pieux, mais pour eux, ce n'est pas la question religieuse qui prime, c'est la question de la réforme politique. Ils veulent mettre fin au règne de Moubarak. Et donc, c'est la révolution de 2011. Mais le paradoxe, c'est que cette révolution, elle advient à un moment où le salafisme a acquis une quasi-hégémonie normative sur la définition de l'islam égyptien. Et donc 2011, si vous voulez, c'est à la fois l'acmé de ce processus d'hégémonisation religieuse du salafisme, mais c'est aussi l'aboutissement d'un processus qui n'a strictement rien à voir, qui est celui de contestation politique. Et donc, ce qui veut dire que la transition politique égyptienne post-révolution de 2011, elle se fait dans un contexte d'hégémonie religieuse du salafisme. Et le langage religieux de la période de transition entre 2011 et 2013, c'est le salafisme. Parce que vous avez un parti politique salafiste qui se crée. Alors, je vous ai dit que les salafistes ne faisaient pas de politique. Pourquoi ils créent un parti politique ? Parce qu'ils se disent, pour protéger notre entreprise de prédication, il faut qu'on ait un relais politique. Les salafistes, le parti An-Nour, qui se crée donc au printemps 2011, qui est créé par la plus grosse organisation salafiste qui s'appelle la prédication salafiste, n'entend pas prendre le pouvoir. Il entend avoir une sorte de minorité de blocage au Parlement qui lui permet de protéger son assise de prédication religieuse. Ils n'ont pas changé de grammaire d'action. Simplement, ils considèrent désormais que, puisque les rapports de force se redéfinissent au Parlement, et puisqu'ils sont un acteur social influent, il leur faut un lobby politique au Parlement qui défendent les intérêts de l'organisation religieuse. J'ai parfois fait la comparaison avec les ultra-orthodoxes en Israël, pour ceux qui connaissent. Les ultra-orthodoxes en Israël font exactement ça. Ils ont des écoles, ils ont des privilèges que leur donne l'État israélien, pas faire le service militaire, etc., etc. Et ils ont des représentants au Parlement, pas tant parce qu'ils entendent exercer le pouvoir, ils ne considèrent pas l'État d'Israël comme tout à fait légitime, de la même manière que les salafistes égyptiens sont assez embarrassés par l'État égyptien. Il est laïque, il ne leur plaît pas. Enfin, il est laïque, il est séculier. Il ne correspond pas à leur modèle. Mais ils veulent des représentants au Parlement pour pouvoir défendre les intérêts de l'organisation religieuse. Donc c'est intéressant parce que même quand les salafistes font de la politique après 2011, ils ne le font pas de la même manière que les frères musulmans. Les frères musulmans, eux, veulent le pouvoir. Ils veulent prendre le pouvoir et ils veulent appliquer leur doctrine, qui est celle donc d'un État qui serait fondé sur les principes de l'islam. Les salafis veulent continuer à réformer la société par le bas, mais veulent se doter d'un lobby politique pour protéger l'entreprise de prédication. Malgré tout, vous avez désormais au Parlement donc une force salafiste, 25% des parlementaires. Vous avez dans la rue un mouvement salafiste qui s'organise. Alors là aussi, il faudrait revenir sur ça, c'est assez compliqué, mais à partir de 2011, le référent salafiste est devenu tellement hégémonique qu'il va être réapproprié par d'autres acteurs. C'est-à-dire que les références salafistes deviennent tellement prégnantes dans le discours religieux que vous avez un personnage qui est un véritable ovni politique en 2011 qui émerge, qui s'appelle Hazem Salah Abou Ismail, qui est un leader populiste et qui fait une sorte de synthèse tout à fait étonnante entre populisme, hein, c'est les élites qui sont le problème, le peuple contre les élites, avec un discours parfois gauchisant, hein, il peut être, on a parlé de salafo-gauchisme pour le désigner, et en même temps, il met en scène les symboles du salafisme, ce leader populaire. Donc même dans la contestation, le salafisme a été réapproprié par des acteurs qui sont assez étrangers à sa grammaire d'origine, mais qui désormais l'approprient parce qu'il est devenu une symbolique dans laquelle tout le monde peut puiser. Ce leader populaire, attention, hein, il se présente aux élections présidentielles, et à la fin de l'année 2011, au début de l'année 2012, certains sondages le mettent en tête. Il va être éliminé in extremis. Et là encore, c'est toute la magie de cette période de transition égyptienne, de ces retournements, parce qu'on va découvrir, en tout cas, il va être, lui va le contester, mais la commission électorale va dire que sa mère
avait obtenu la nationalité américaine. Or, on n'a pas le droit d'avoir des parents de nationalité étrangère pour se présenter à la présidence égyptienne. Mais ce candidat, donc, qui rassemblait des centaines de milliers de partisans dans les rues. En Égypte, entre la mi-2011 et le printemps 2012, le phénomène, c'est Hassem Salah Abou Ismail. C'est des centaines de milliers de gens. Certains diront par la suite, s'il y avait dû avoir un Khomeini dans la révolution égyptienne, c'était lui. Et il a été mis sur la touche par la commission électorale. Donc, le salafisme, il est dans les rues, même s'il est réapproprié par des acteurs qui en font une sorte d'hybridation curieuse entre révolution islamique, discours avec des accents gauchistes, populisme, le tout drapé dans une symbolique salafiste. Vous avez un parti au Parlement, donc qui est le deuxième parti, qui est officiellement salafiste. Et les frères musulmans eux-mêmes sont obligés de faire de la surenchère sur ce terrain-là. D'autant que les frères musulmans, ils n'ont pas échappé à la transformation de ce référent religieux. Dans les années 90 et 2000, les frères musulmans eux-mêmes ont vu se développer en leur sein une aile qu'on dit salafiste à l'époque. Un collègue auquel je rends hommage dans le livre s'appelle Hossam Tammam, qui est décédé peu après la Révolution, avait écrit un papier à la fin des années 2000 qui parlait de ce qu'il appelait Tassallof al-Ikhwan, la salafisation des frères musulmans. C'est-à-dire que l'hégémonie du référent normatif salafiste, il gagne jusqu'au sein des frères musulmans. Chez les frères musulmans, il y a des questions qui, dans les années 2000, se posent qui ne se posaient pas avant. Hassan al-Banna ne s'est jamais demandé s'il était autorisé de participer aux élections. Dès 1943, il participe aux élections. Dans les années 2000, les frères musulmans écrivent des livres énormes pour dire on a le droit, parce qu'ils répondent aux arguments des salafistes qui leur disent vous n'avez pas le droit. Est-ce qu'on a le droit de présenter des femmes à la fonction de député? Dans les années 80, les frères musulmans commencent à présenter des femmes à la députation. Là encore, au départ, ça pose pas de problème. Et puis petit à petit, les frères musulmans, attaqués par les salafistes, se sont obligés de produire des justifications religieuses. Donc le salafisme, en fait, accule les frères musulmans et oblige les frères musulmans à se justifier dans les termes du salafisme. Ce qui est intéressant, c'est que donc dans cette période entre 2011 et 2013, le débat en fait religieux se fait autour du salafisme. Et ça explique, à mon avis, et je vais vraiment terminer sur ça, toute une partie des choses qu'on n'a pas vues dans la transition. Si vous comparez le parcours de la transition politique égyptienne et celle de la transition politique tunisienne, il y a un facteur qui est, à mon avis, crucial. C'est que le parti Ennahda en Tunisie, il n'a pas de salafiste à sa droite. Il n'est pas dans une surenchère religieuse avec un acteur qui en permanence lui rappelle qu'il est insuffisamment conforme à la norme religieuse. En Égypte, c'est un casse-tête permanent pour les frères musulmans. Parce que certes, ils ont 40% des voix, mais ils n'ont pas la majorité. Mais ils ont un bloc salafi au Parlement qui passe leur temps à les attaquer en leur disant « vous êtes insuffisamment conservateurs, vous ne vous préoccupez pas assez de normativité ». Ils ont cet acteur incontrôlable dans la rue qui est Hassem Salah Abou Ismail, qui a fait cette espèce de synthèse avec des éléments de symbolique salafiste. Et donc les frères musulmans sont en Égypte dans une logique de surenchère religieuse. Alors que Ennahda, en Tunisie, va pouvoir faire des alliances vers le centre, et ils vont s'allier avec Monsaf al-Malzouqi, qui est un parti centriste, et avec la gauche du Takatoul pour former la Troïka. Donc ils vont faire des alliances à gauche. Les frères musulmans ne peuvent pas faire des alliances à gauche, puisqu'ils sont dans une logique de concurrence avec la droite. Hein, on retrouve un peu une situation, si vous voulez, si vous pensez en Europe, quand vous avez une extrême droite qui est forte, que fait la droite en général? Elle ne fait pas des alliances à gauche, elle court après l'extrême droite. Et c'est exactement la même logique politique qu'on voit là. C'est-à-dire qu'étant pris en permanence par le salafisme en défaut de religiosité, les frères musulmans sont obligés de montrer des gages. Et donc de tenir des propos alors que même c'est des questions qui sont pas forcément centrales pour les frères musulmans. Et donc d'une certaine manière, ils vont renvoyer l'image d'un conservatisme et d'une intransigeance qu'on ne retrouve pas dans le parti Ennahda, mais ils le font essentiellement parce qu'ils sont en concurrence avec le salafisme. Ils vont aussi, parce qu'ils sont terrorisés de la victoire de ce candidat incontrôlable, Hassem Salah Abou Ismail, présenter un candidat en Égypte à l'élection présidentielle. Et moi, ce que j'explique dans le livre, c'est la raison pour laquelle les frères musulmans présentent Mohamed Morsi à la présidence, alors qu'ils avaient dit depuis un an, on ne présentera pas de candidat parce qu'on ne veut pas de problème avec l'armée. Hein. Dès 2011, les frères musulmans avaient compris le piège dans lequel ils étaient pris. Ils avaient compris que l'armée les tenait à l'œil. Et donc ils avaient dit dès le départ, pour rassurer tout le monde, on ne présentera pas de candidat à l'élection présidentielle. Exactement comme a fait Ennahda en Tunisie. Ennahda a dit on ne présentera pas de candidat. Ils ont fait élire Monsaf al-Malzouqi, qui n'est pas un islamiste. Mais en Égypte, les frères musulmans ont un problème. Ils ont Hassem Salah Abou Ismail, ce candidat incontrôlable qui se réclame du salafi et qui fait de la surenchère religieuse dans les rues
et qui, en début de l'année 2012, est en tête des sondages. Ils ne savent pas encore qu'il va être éliminé par la commission électorale. Qu'est-ce qu'ils font? Ils présentent Mohamed Morsi, en se disant, si il doit y avoir un islamiste qui exerce le pouvoir, autant que ce soit quelqu'un sur lequel on a le contrôle, plutôt que d'avoir cette espèce d'ovni incontrôlable qui va du coup nous faire du tort, et nous, on n'aura pas le contrôle sur lui. Donc, c'est là qu'ils enclenchent en fait cette dynamique qui va mener au coup d'État, à mon avis. C'est-à-dire que, la question de l'intransigeance religieuse, qui va leur mettre à dos les libéraux, les coptes, etc., et qui va convaincre in fine les libéraux, les coptes et les autres de faire alliance avec l'armée pour renverser Morsi, et deux, ce choix de présenter un candidat à la présidentielle qui va les embarquer dans une trajectoire de conflit avec l'armée. Donc, cette question de réintroduire la variable salafie, à mon avis, même dans la révolution de 2011-2013, elle nous explique en partie aussi l'issue de cette période de transition. Voilà, je m'arrête là, j'ai été trop long. Merci. Non, je crois que c'était vraiment formidable d'avoir toute cette analyse pour comprendre effectivement la particularité et la place qu'a pris ce salafisme dans la vie politique égyptienne. Et peut-être avant de vous passer la parole, je voudrais... il y a une question, parce qu'à la fin, à la fin de l'ouvrage, tu dis que ce mouvement salafiste a beaucoup perdu à se frotter aux politiques, donc ça on peut le comprendre. J'aimerais bien que tu nous en dises deux mots. Et tu parles du fait qu'on est rentré dans une ère post-salafiste et que cette utopie salafiste, en fait, a décliné. Et je voudrais bien là que tu reviennes en quelques mots sur cette explication de ces mots que tu dis à la fin de cet ouvrage. Oui. Alors, effectivement, c'est-à-dire que je fais une hypothèse à la fin de l'ouvrage. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, 2011 a été un piège aussi pour les acteurs salafistes. C'est-à-dire que jusqu'ici, jusqu'en 2011, ce qui fait une partie de leur popularité, c'est qu'ils apparaissent comme des religieux qui se contentent d'appliquer la norme, une norme qui est intangible, qui n'est pas liée au contexte ou aux événements. Ils apparaissent un peu aux yeux de leur soutien comme des figures presque un peu saintes. Ils ont toute une aura. Or, en 2011, ils descendent de leur piédestal. Et ils rentrent dans la bataille. Et ça les oblige effectivement à se mouiller dans les querelles politiques. À prendre des positions qu'ils avaient rejetées quelque temps avant. Y compris quand le parti An-Nour rentre en politique en 2011, il va quand même falloir expliquer pourquoi ils entrent en politique alors que ça fait des décennies qu'ils écrivent des livres pour dire que la démocratie est contraire à l'islam, qu'ils écrivent de nouveaux livres pour essayer d'expliquer non, les choses ont changé. Mais évidemment, le fait qu'on puisse les renvoyer leurs déclarations d'avant pose problème. Et puis, de fait, le jeu politique leur impose des concessions. C'est-à-dire que désormais, ce sont des acteurs politiques. Qu'ils le veuillent ou non, ils doivent accepter un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas en d'autres temps acceptées. Et les choses s'aggravent à partir de 2013. Puisque l'une des choses qui se passe en 2013, c'est que le parti An-Nour, qui déteste les frères musulmans. C'est-à-dire que dans cette histoire aussi, il y a une histoire qui est en sous-main, que je n'ai pas racontée ici, c'est celle de la concurrence, vous l'avez senti dans mes propos, entre salafistes et frères musulmans. Les salafistes d'An-Nour ont une peur bleue des frères musulmans. Ils sont persuadés que Morsi va utiliser son pouvoir à la tête de l'État pour empiéter sur leur part du marché religieux. C'est-à-dire le drame pour les salafistes, c'est Morsi président qui se met à nommer des imams frères partout, plutôt que les imams salafistes. Et du point de vue salafi, l'islam des frères, c'est un islam light, c'est un islam dilué. Le salafisme est beaucoup plus intransigeant. Donc pour eux, l'arrivée au pouvoir de Morsi n'est pas du tout une bonne nouvelle. Au contraire, c'est un concurrent direct sur le marché des biens religieux qui, du coup, aujourd'hui est en capacité de... Et donc ça va les pousser à faire alliance, eux aussi, avec l'armée. Et donc le coup d'État de juillet 2013, si vous vous souvenez de la photo, vous avez le général Sissi, devenu ensuite maréchal, qui parle et qui annonce le coup d'État. Vous avez derrière lui le jeune de Tamarod, ce mouvement de jeunesse qui voulait renverser Morsi. Vous avez le pape copte, vous avez le Cheikh d'Al-Azhar, et vous avez le numéro 2 du parti An-Nour. Donc les salafis ont fait alliance avec les militaires pour renverser les frères. Pourquoi? Parce que les salafistes disaient, avec les militaires, au moins on peut s'entendre. Les militaires, ils ne veulent pas le religieux. Le calcul des salafistes en soutenant Sissi, et ils sont encore au Parlement aujourd'hui. Il y a 11 députés salafistes du parti An-Nour au Parlement égyptien aujourd'hui, sous Sissi. Leur calcul, c'est de dire, avec les militaires, on peut s'entendre.
Le problème des frères, c'est qu'ils veulent tout. Ils veulent le politique et le religieux. Moi, les militaires, ils veulent le politique. Ça tombe bien, on n'en veut pas. On vous le donne, et nous, salafistes, on va assurer pour vous le contrôle social. Et on va même, si vous voulez, reprendre le contrôle des mosquées qui appartenaient aux frères. Donc les salafis font un calcul, mais un calcul qui va leur coûter très cher. Parce que, d'abord, ils soutiennent le coup d'État. Un coup d'État qui va se solder quand même par un coût humain extrêmement fort. Le massacre de Rabat, qui est un massacre d'1 millier de partisans de Mohamed Morsi en août 2013, avec des images absolument terribles, les salafis, du coup, en sont comptables. Or, y compris chez une partie de leurs troupes, ça passe pas très bien. Ce sont... Alors certes, quand on est salafi, on n'aime pas beaucoup les frères. Enfin bon, on est quand même musulmans, on a quand même une solidarité entre musulmans, à minima. Vous avez des gens qui sont pieux et qui sont massacrés par l'armée. Et que fait le parti salafiste pendant ce temps-là? Il fait service minimum. Il dit qu'il est du côté de l'État. Il dit qu'il faut restaurer l'ordre. Donc effectivement, vous avez toute une partie de la base salafiste qui dit « Attendez, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et le pire, c'est que Sisi va littéralement les prendre en otage, nos malheureux salafistes, après ça. Parce que, dès lors qu'ils ont soutenu le coup d'État, ils sont tenus de continuer à soutenir le régime. La grande peur des salafis égyptiens aujourd'hui, qui ont 11 députés au Parlement, c'est que le régime décide de se retourner contre eux. Donc il faut toujours en faire plus. À chaque élection présidentielle, vous allez regarder la page du parti Al-Nour, ils vous montrent des photos des salafis qui font la queue pour aller voter pour Sisi. Vous avez des grands portraits de Sisi partout. Ils font de la surenchère de loyauté au régime. En plus, le régime a changé la loi électorale obligeant les salafis à faire des concessions qu'ils avaient toujours refusé de faire, puisque désormais, ils doivent mettre des coptes sur leur liste, alors que jusqu'ici, salafis disaient non. Les coptes ne peuvent pas exercer la fonction de député, parce que la wilaya, en islam, ça n'est que pour les musulmans. C'était une position qu'ils avaient tenue. Or, maintenant, ils sont obligés de dire, bon, on a dû mettre des coptes sur nos listes. Donc, d'une certaine manière, le problème, il est que leur crédibilité en sort affectée. Des gens qui, jusque-là, parlaient du haut de leur chair et donnaient l'impression de représenter la parole de l'islam, désormais sont pris dans des bisbilles politiques. Et donc, ça leur a certainement coûté. C'est-à-dire que ces grands chers qui avaient une certaine aura, et on le voit, c'est-à-dire que si vous allez sur YouTube, vous allez trouver des vidéos tout à fait impensables. Yasser Bourhami, qui est l'ancien cheikh de la prédication salafiste, qui était l'une des grandes figures du salafisme égyptien, bon, vous avez sur YouTube des vidéos où il est au pèlerinage à la Mecque, et des gens s'amusent à lui jeter des chaussures. Il se filme en lui jetant des chaussures. Donc, vous voyez, alors vous dire évidemment, c'est des partisans des frères musulmans. Mais n'empêche que le fait même qu'une figure comme ça, aussi incontestable, soit aujourd'hui l'objet de ce type de moquerie, montre que certainement, les salafis, en entrant dans l'arène politique, sont descendus de leur piédestal. Alors, ça ne veut pas dire, c'est ce que je dis à la fin, que sur le plan de la norme elle-même, les choses ont changé. Les normes, elles changent beaucoup plus lentement. En Égypte, un certain nombre de conceptions de ce qu'est le juste en islam continuent d'être influencées par le salafisme. Mais c'est vrai que le salafisme comme mouvement, le salafisme comme structure d'autorité, est ressorti quand même de tout cet épisode assez diminué. Évidemment, vous avez ce qui se passe en Arabie Saoudite, avec le salafisme qui aussi prend des coups de la part du régime, et les salafis qui ont été domestiqués par MBS. Donc tout ça crée un contexte général où, de fait, voilà, on est dans une période certainement c'est-à-dire que les salafis ont d'une certaine manière gagné la bataille de la norme dans les années 2000, et ils en ont payé le prix, in fine, sur le plan politique. Oui. Alors, merci infiniment Stéphane pour tous ces éléments de compréhension de ce salafisme égyptien. Je pense que vous avez plein de choses dans la tête. On va passer maintenant aux questions. Si vous êtes en ligne, vous pouvez soit lever la main, soit poser votre question dans le chat. Merci pour votre travail et votre exposé. Je vais me permettre 2 questions rapides. Vous répondrez à celles que vous voulez, en fait. Dans les années 30-60, est-ce que les salafis égyptiens dont vous décrivez toute la redécouverte des auteurs islamistes, des auteurs musulmans anciens, est-ce qu'ils ont vraiment Abdel Wahhab en exemple? Est-ce qu'ils le lisent et le diffusent? Je parle d'avant la période saoudienne, de gloire saoudienne. Ma seconde question, c'est comment ça se fait que, en 2010, vous disiez, alors que les salafistes ne représentaient pas un danger, il était si difficile de rencontrer, du point de vue de la sécurité égyptienne, les leaders salafistes.
puis juste un petit mot. 2011 a été un coup de foudre pour tous ces mouvements-là. Et je crois que leur comportement après 2011, les frères musulmans et eux, était erratique parce qu'en fait, ils ne s'y attendaient pas du tout. Donc, voilà. Merci, monsieur. Il y a une question en ligne. Je ne vois pas bien. Alors, comment se positionne Al-Azhar vis-à-vis des salafistes en Égypte? On va peut-être déjà te laisser répondre à ces trois questions. Alors, moi, je ne m'explique pas pourquoi l'appareil sécuritaire ne voulait pas qu'on rencontre les salafistes en 2010. Je pense que les régimes autoritaires aiment bien les choses auxquelles ils sont habitués. Les salafistes se trouvaient en particulier dans des quartiers qui étaient des quartiers, par exemple à Alexandrie, pour ceux qui connaissent, c'est dans le quartier d'Abou Sulayman qu'on va les trouver. C'est un quartier où les étrangers ne sont pas censés se trouver. Ils n'avaient pas des bureaux comme les frères musulmans. Par exemple, au Caire, les bureaux étaient al Manial, donc on allait al Manial, au bureau officieux de la confrérie des frères musulmans. Ça restait dans des quartiers où les étrangers pouvaient se trouver. Je pense que c'était aussi les quartiers où se trouvaient les salafistes. C'est-à-dire que l'appareil sécuritaire n'aimait pas l'idée de voir des chercheurs commencer à se promener vers Abou Sulayman. C'était plus une obsession du contrôle, de savoir où se trouvent les chercheurs et de ne pas les voir commencer à s'éparpiller dans des milieux dans lesquels on n'a pas l'habitude de les voir. Donc ce n'était pas tant que les salafis posaient problème en soi que l'idée d'avoir une sorte de route des chercheurs. Hein. Le chercheur, il arrive en Égypte, il va voir Issam al-Arian, il va voir Amr al-Shobaki, il va voir, etc. On avait les quelques-uns que tout le monde allait voir à l'époque. Et ça, c'était bien. L'appareil sécuritaire, il connaissait. Il avait probablement des micros partout dans les bureaux de tous ces gens. Et donc ça fonctionnait. Mais là, les salafis, des gens que les chercheurs n'allaient pas voir d'habitude, dans des quartiers où les chercheurs n'étaient pas censés se rendre. Donc c'était plutôt ça qui posait problème, plus que la question politique en tant que telle. Mais moi, ça m'avait valu, moi je pourrais vous raconter des histoires infinies à cette époque-là. Je vous en raconte une parce que... Oui, quand même. Je vous raconte une. J'arrive à Alexandrie, je dois rencontrer un cheikh, qui est un des grands cheikhs d'Alexandrie de l'époque, on est en octobre 2010. Et je connaissais un gars qui m'avait présenté son bras droit, en gros. J'avais eu un coup de fil avec le bras droit en question, on s'était parlé. Il me dit, viens à Alexandrie, tu vas au début de la rue Saad Zarloul, tu m'appelles à 16h et je passe te chercher en voiture et je t'emmènerai chez le cheikh. Le cheikh, il habitait à Ameria, donc en dehors d'Alexandrie. Ameria fait partie de ces villes à l'extérieur d'Alexandrie qui sont connues pour être le salafisme y est très fort. Et arrive 16h, 15h59, mon téléphone est déconnecté. Littéralement déconnecté. Mon téléphone dit insert SIM, c'est-à-dire que l'appareil sécuritaire, qui vous suit évidemment à l'époque à la trace, déconnecte votre téléphone. Du coup, le gars ne peut pas m'appeler. Du coup, moi, je me trouve au début de la rue Saad Zarloul sans pouvoir communiquer avec mon interlocuteur. Je ne peux pas l'appeler. Je fais un peu l'idiot, je vais chez Vodafone pour dire je ne comprends pas, mon téléphone ne marche plus. Le petit jeune sympathique à la caisse me dit pas de problème, je vais régler ça. Je vois qu'il entre, etc. Puis je vois qu'il devient tout blême, il me rend mon téléphone, il me dit je suis désolé, je ne peux rien faire. Donc c'est très intéressant parce qu'ils font échouer la rencontre. Okay, et donc il va falloir ensuite que je redouble d'intelligence, que je ne passe pas par les téléphones, parce que les téléphones, évidemment, dans un régime autoritaire, on vous écoute. Pas seulement d'ailleurs dans des régimes autoritaires, absolument, mais à plus forte raison dans des régimes autoritaires. Donc le lendemain, je repars bredouille, je n'ai pas pu avoir mon entretien. Et au moment où démarre mon train qui quitte la gare d'Alexandrie pour le Caire, mon téléphone revient, brusquement. Donc là, on est quand même dans l'art de la communication non verbale de la sûreté d'État égyptienne. C'est-à-dire qu'en gros, ça, t'as pas le droit, on t'a fait passer les messages, bon. Et maintenant, si tu pars, c'est bien, t'as le droit de partir. Donc, ce qu'il va falloir faire ensuite, c'est que moi, je vais passer par des gens qui vont eux-mêmes m'amener. J'ai un petit réseau de gens au Caire qui, du coup, me prennent dans leur voiture. On n'utilise pas les téléphones. Et c'est comme ça que je vais commencer à rencontrer des gens. Mais voilà, donc effectivement, on a ce genre de problème. Ce qui n'est pas tout à fait rassurant aussi. On se sent... Moi, j'ai passé la nuit d'après, je me suis dit, bon, est-ce que je vais voir débarquer un gars de la Sûreté d'État ? C'était pas du tout impossible. Ils sont pas venus. Mais c'était tout à fait possible. Donc, effectivement, on est toujours... Le chercheur a l'habitude de ce genre de situation. On est toujours un peu délicate. Sur votre autre question, alors, dans les années 20, 30, 40, 50, c'est surtout Ibn Taymiyyah, Ibn Kathir qui vont vraiment devenir les auteurs de référence et d'autres auteurs médiévaux qui leur sont associés. Abd el-Wahhab,
les gens d'Ansar al-Sunna le citent, mais il n'y a pas une diffusion massive de ces livres à ce stade. Simplement, eux, ils sont influencés par la lecture d'Abd al-Wahhab, et donc ils lisent Ibn Taymiyyah comme ils lisent Abd al-Wahhab. Donc c'est plutôt la lecture, parce qu'Ibn Taymiyyah est un auteur complexe, que d'autres auteurs peuvent lire de différentes manières. Donc c'est la lecture que Abd al-Wahhab fait d'Ibn Taymiyyah qui va s'imposer par Ansar al-Sunna. Mais en Égypte, il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a quand même une réaction nationaliste au salafisme. Et il y a plusieurs livres, en fait, écrits par les salafistes dès l'époque, où ils essayent d'expliquer que le salafisme n'est pas une histoire saoudienne. Et donc, il y a cette idée qu'Ibn Taymiyyah est certes syrien, mais il a quand même vécu une partie de sa vie en Égypte, et que donc l'influence d'Ibn Taymiyyah, elle est parfaitement légitime en Égypte. Que Rachid Reda était certes syrien, mais il a fait carrière en Égypte, que Rachid Reda, qui a été aussi l'un des facilitateurs de cette montée du salafisme, est aussi un auteur égyptien. Et donc il y a cette volonté d'indigéniser le salafisme. Abd al-Wahhab est un peu encombrant. Il est trop ouvertement saoudien. Donc Abd al-Wahhab, c'est pas tant Abd al-Wahhab qui va être dominant que les lectures saoudiennes que font les chers d'Ansar al-Sunna de Ibn Taymiyyah et de Ibn Kathir. Je ne sais pas si la réponse est claire. Et puis pour répondre à la question en ligne, alors Al-Azhar est complexe parce que tout le leadership d'Al-Azhar est traditionnellement anti-salafiste. Mais l'institution, elle est aussi au diapason des évolutions de la société. Donc les étudiants d'Al-Azhar ont subi l'influence du salafisme comme la société égyptienne dans son ensemble. Le salafisme était très populaire dans Al-Azhar. Vous avez des grands profs d'Al-Azhar qui étaient des salafis. Il y en a un qui est un grand cher salafi qui était prof d'Al-Azhar, je crois, en théologie, qui est décédé il y a 2 ans, qui s'appelle Oussama Abdelazim, qui était avec des funérailles au Caire qui ont donné lieu à des processions énormes il y a encore 2 ans, hein, et était prof à Al-Azhar. Mais le leadership d'Al-Azhar a toujours été anti-salafiste traditionnellement. Et le cheikh actuel, qui est le cheikh Ahmad al-Tayyib, qui est donc un soufi, qui a eu des propos très durs contre le salafisme, il a été nommé en 2010 en fait par Moubarak, à un moment où Moubarak commence à sentir que le salafisme est trop fort. Au début, Moubarak a joué avec le salafisme parce qu'il y a vu un allié de circonstance contre les frères. Mais je pense qu'en 2010, c'est le moment où le régime commence à comprendre qu'en fait, ils ont un problème. Que le salafisme... Le jeu des régimes autoritaires, c'est toujours d'essayer d'équilibrer. On fait monter les uns, puis quand ils sont trop gros, on fait monter les autres pour les diminuer. Je pense qu'en 2010, c'est le moment où le régime était en train de comprendre que le salafisme avait pris beaucoup de place. La nomination d'Ahmed al-Tayyib, c'est une réponse à ça. Ahmed al-Tayyib arrive avec un programme de lutte contre le salafisme. Et donc Al-Azhar se veut un pôle de lutte contre le salafisme. Simplement, voilà, les divisions internes de l'institution, le fait que le leadership est quand même toujours un peu en décalage avec le reste de l'institution, limite sa capacité à remplir cette fonction. En ligne, est-ce que... Il y a monsieur. Pardon, j'ai pas vu. Ah oui, monsieur, devant. J'espère que je ne vous ai pas assommé. Oui, merci. Ma question est un petit peu marginale. Quand on parle de salafisme, quand c'est ces gens qui prétendent ou qui ergotent sur le salafisme en Égypte ou ailleurs dans le monde musulman, est-ce qu'ils ont une idée de l'historicité de ce salafisme? Est-ce que c'est les salafs, est-ce que c'est un islam d'origine entre guillemets fantasmé, pour reprendre cette formule de Madame Chabi, Jacqueline Chabi, parce que si c'est l'islam des origines, c'est l'islam de la construction, c'est après la mort de Othman, et là on est dans une période sanguinolente quand même, c'est l'islam qui est pétri de sang, donc comme référence ça me paraît curieux. Et puis vous avez parlé, on est dans la première moitié du 7e siècle. Vous avez parlé de Ibn Halbel, on passe au 9e siècle. Et puis Taymiyyah, 13e, et Ibn Kathir, 14e. Alors on ne sait pas ce que c'est que ce salaf. Est-ce que c'est un salaf du 7e, salaf du 9e siècle, salaf du 13e, 14e siècle? C'est un salaf vraiment élastique. Vraiment, on ne comprend rien. Est-ce que ça donne quoi? Des croyants qui ont un esprit confus, ils passent salaf comme...
Je ne comprends pas. J'avoue que je suis dans le brouillard de ces salafistes. Alors, le salafisme, c'est une construction discursive. Il s'ancre dans un... On va dire au départ, les origines du salafisme, c'est vraiment le vieux débat du 9e siècle entre Ibn Hanbal et les Mu'tazilites. C'est vraiment ça l'origine, en fait, de la théologie salafiste. C'est-à-dire, c'est la question de savoir si la raison a droit de citer dans l'interprétation théologique. Et la position des salafis, donc, qui va être celle d'Ibn Hanbal au IXe siècle, c'est de dire qu'il faut prendre le texte tel quel. Et donc il faut ne pas s'appuyer sur la raison. Le texte doit être compris dans ses propres termes, et selon la compréhension, vont-ils dire, des salafs, c'est-à-dire des premiers musulmans. Alors effectivement, là, il y a une opération qui est un peu complexe, qui est de dire que de sélectionner les premiers musulmans pour construire un consensus entre eux. Parce qu'en fait, comme vous l'avez dit, les premiers musulmans étaient en désaccord. Et on l'a vu après la mort de Osman, etc. Vous avez tout à fait raison. Donc, il y a une construction qui se fait d'un consensus hypothétique des premiers musulmans, une volonté de rejeter l'interprétation par la raison et de lire le texte de manière directe et sans intermédiaire dans ses propres termes, en se réclamant, donc en particulier du hadith, et qui va être très important pour les salafis, qui leur donne accès donc directement à la période prophétique, et en postulant le consensus des premiers musulmans. Donc ça va être un peu la doctrine au départ d'Ibn Hanbal, qui va être élaborée ensuite, 5 siècles plus tard, par Ibn Taymiyyah, qui va la pousser et la systématiser. Ibn Taymiyyah, évidemment, est un grand érudit, c'est aussi quelqu'un qui a une grande connaissance de la philosophie, donc qui va en fait fournir aux salafistes tout un appareil argumentatif en particulier. Ibn Taymiyyah est excellent dans la réfutation des adversaires. Il écrit des livres contre les philosophes, contre les logiciens, dont moi j'ai entendu des grands islamologues expliquer que le Radd al-Mantiqiyin de Ibn Taymiyyah, qui est donc sa réfutation des logiciens, anticipe de 7 siècles Wittgenstein. Donc Ibn Taymiyyah est un personnage qu'on doit prendre au sérieux. C'est pas du tout un... Et donc il va donner au salafisme une armature intellectuelle. Et puis, Abd al-Wahhab, ensuite, va l'adapter à d'autres conditions sociales au XVIIIe siècle. Donc c'est cette espèce de ligne fragmentée, si vous voulez, qui remonte à Ibn Hanbal, et que les salafis vont construire pour se rapporter à ce qu'ils considèrent l'origine. Évidemment, leur construction de l'origine, c'est une construction. Et d'autres musulmans vous diront, moi je suis tout à fait fidèle aux origines. Si vous parlez à un soufi, il vous dira, moi par ma silsila, moi mon islam, je l'ai hérité de tel, qu'il a hérité de tel, qu'il a hérité de tel, qu'il a hérité de tel jusqu'au prophète. Donc nous sommes tout aussi fidèles. Donc ce sont deux manières en fait de se réclamer de l'origine. Les salafis n'ont pas le monopole de l'origine. Et donc moi je ne suis pas normatif ici. Maintenant, quand j'emploie le terme, c'est parce qu'eux l'emploient. Mais ce n'est pas pour leur donner le bénéfice de l'origine. Oui, c'est ça. Mais de toute façon, au bout du compte, ce ne sont que des constructions historiques, c'est-à-dire que tout le monde fantasme. Et toute religion aussi est un fantasme de l'origine. Parce qu'on pourrait dans le christianisme aussi débattre de l'histoire et de la manière dont le christianisme a été construit au cours des siècles et l'opposer à l'historiographie de ce qu'on connaît de la période des premiers siècles de notre ère, qui sont très... Donc, tout est construction, en fait. Oui. Les salafis ne sont pas plus construits que les autres, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en France, on les voit... Enfin, moi, je croyais... Oui, ce qu'on en pense le plus, qu'on en pensait le plus, c'est que c'était surtout des prosélytes. C'est-à-dire qu'ils étaient là pour laissez tomber, je ramasserai. Pour répandre la parole musulmane, quoi. Enfin, je m'exprime pas bien, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est clair. Non, mais la prédication, c'est central, effectivement, pour les salafis. Alors la prédication, elle se fait en premier lieu vers les autres musulmans, c'est-à-dire qu'il y a une volonté
un peu à la manière des ultra-orthodoxes, un peu à la manière des Lubavitch, si vous voulez, un peu à la manière des Lubavitch dans le judaïsme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, moi, il y a beaucoup de ponts, en fait. Enfin, ils se ressemblent. Tu vois, dans le judaïsme, la catégorie des ultra-orthodoxes ressemble beaucoup à la catégorie des salafistes. C'est-à-dire, ils prétendent incarner une norme, ils ne se reconnaissent pas dans l'État, ils pensent que la réforme se fait par le bas, et ils sont prosélytes en particulier vis-à-vis de leurs co-religionnaires. Donc les salafis vont appeler surtout les autres musulmans qu'ils considèrent comme insuffisamment musulmans à appliquer tel et tel. Bon. Alors ils peuvent faire du prosélytisme en dehors de la communauté, mais le prosélytisme il se fait souvent dans la communauté. Mais de fait, oui. Après, l'islam de toute façon est une religion prosélyte, c'est-à-dire que comme le christianisme d'ailleurs. Hein. Et il y a d'ailleurs plus de conversions au christianisme dans le monde que par l'évangélisme que l'islam. Ce sont deux grandes religions monothéistes, prosélytes. Donc les salafis n'ont pas le monopole du prosélytisme. Mais... D'où provient le financement du parti Al-Nour? Et la deuxième question, y a-t-il eu des cas d'influence égyptienne sur la doctrine ou la pratique saoudienne au cours du XXe siècle? Merci. Alors, d'où vient l'effacement du parti Al-Nour? C'est ça? Non, le financement. Le financement, pardon. Alors, là encore, le parti Al-Nour, je n'ai pas de raison de penser qu'il a été financé par l'État saoudien. C'est beaucoup ce qu'on a dit en Égypte à l'époque. Et pour une raison simple, c'est que le parti Al-Nour est issu d'un groupe qui s'appelle la Prédication salafiste, qui n'est pas un groupe qui entretient des liens étroits avec l'Arabie saoudite. C'est le cas d'Ansar al-Sunna. Ansar al-Sunna, qui est l'autre organisation dont j'ai parlé, qui est plus ancienne, elle était très très liée à l'Arabie saoudite, et de fait, toute une partie des financements d'Ansar al-Sunna provenaient de l'Arabie saoudite. La prédication salafiste, elle était beaucoup plus marginale du point de vue de l'Arabie saoudite, alors même qu'elle grossissait en Égypte. Elle n'entretenait pas de lien étroit avec l'Arabie. Mais ce qui va expliquer toute une partie de ces financements, et ça c'est très important, c'est la capacité des salafis à se doter d'une assise au sein de la bourgeoisie égyptienne. C'est-à-dire qu'on a souvent une image faussée, et ça aussi c'est très important de la corriger. Vous entendrez parfois, on vous dit, les frères musulmans c'est la classe moyenne, les salafis c'est les pauvres. C'est pas vrai. Les salafis, ils avaient d'éminents représentants dans les classes supérieures égyptiennes, où le salafisme avait une vraie présence. Et donc vous avez beaucoup de riches Égyptiens qui ont donné à la campagne d'Al-Nour. Donc l'idée qu'il aurait fallu nécessairement que ce soit l'Arabie saoudite, à mon avis, ne tient pas. Ils ont pu obtenir, de par leur assise dans les classes supérieures égyptiennes, un financement interne. Alors, qu'il y a eu des dons privés venus d'Arabie saoudite, c'est possible. Parce qu'il y avait de l'argent qui circulait. Ça aussi, c'est clair. Mais l'État saoudien avait plutôt directement misé sur l'ancien régime et l'armée. À partir de 2011, la stratégie de l'Arabie saoudite, c'est pas de soutenir le salafisme, c'est de soutenir les anciens régimes dans une logique de contre-révolution. Donc, s'il y a des gens qui reçoivent de l'argent de l'Arabie saoudite à partir de 2011, c'est l'armée égyptienne et ce qui reste du régime Moubarak dans une logique de restauration autoritaire. Je ne crois pas que les Saoudiens se soient embarrassés d'Al-Nour. Ça ne les intéressait pas. Et d'autant que, du point de vue saoudien, Al-Nour, c'est quand même embêtant. Parce que c'est quand même des salafis qui ont fait un parti politique. Si jamais ça donnait des idées à nos propres salafis en Arabie de dire « Tiens, nous aussi, on va faire un parti. Donc, je ne suis pas sûr que les Saoudiens soient très à l'aise avec le parti Al-Nour. Donc, je pense qu'il y a eu des gens en Arabie Saoudite, des individus privés, peut-être des hommes d'affaires, peut-être des gens de ce qu'on appelle la Sahwa en Arabie, qui était ce mouvement du salafisme politique en Arabie qui pouvait avoir plus d'intérêt pour ce qui se passait en Égypte et dont certains avaient des fortunes qu'ils pouvaient utiliser pour soutenir des co-religionnaires. Mais je ne crois pas que ça vienne de l'État saoudien. Donc, moi, je dirais, pour une grande part, des financements égyptiens, en particulier de la bourgeoisie et des classes supérieures égyptiennes, et puis des financements privés venant d'Arabie, mais qui probablement ne venaient pas de l'État saoudien. Et la deuxième question, c'était sur... Y a-t-il eu des cas d'influence égyptienne sur la doctrine ou la pratique saoudienne au cours du XXe siècle? Alors, c'est tout à fait intéressant. Il y a eu, de fait, un mouvement massif d'Égyptiens vers l'Arabie saoudite au XXe siècle. Ça a été des frères musulmans, beaucoup, et à partir des années 50 et 60, vous avez une partie des cadres de la confrérie des frères musulmans qui s'installent en Arabie saoudite comme exilés
et qui vont jouer un rôle important. Et puis vous avez des gens d'Ansar al-Sunna qui partent travailler en Arabie Saoudite. Parce que cette association Ansar al-Sunna a des liens plus étroits, j'ai dit, avec l'Arabie Saoudite, celle qui est créée en 1926. Et vous avez quelqu'un comme Abdelrazak Afifi qui part dans les années 50 et qui va devenir l'un des membres du Conseil des grands oulémas en Arabie. Le Conseil des grands oulémas, c'est un peu le conseil des 15 grands religieux d'Arabie. Et il est égyptien de naissance et il était membre d'Ansar al-Sunna, dont il a été le président avant de partir en Arabie. Et il a été coopté au sein de cette instance saoudienne. Donc de fait, il y a eu des passages importants d'Égyptiens vers l'Arabie. Je ne dirais pas que ça, qu'il y a eu une influence sur la doctrine salafi en soi. Je pense que l'influence égyptienne, elle s'est faite à deux niveaux. D'abord, les Égyptiens, ils ont apporté avec eux un savoir-faire institutionnel. Et Nabil Mouline, dans son livre qui s'appelle « Les oulémas de l'islam » sur l'institution religieuse en Arabie Saoudite, montre comment ces Égyptiens qui sont venus en Arabie Saoudite, en particulier dans le clergé saoudien, et ce personnage Afifi dont je parlais et quelques autres, ont été aussi choisis parce qu'ils venaient du champ religieux égyptien, ils étaient familiers des modèles organisationnels, et ils ont importé ces savoir-faire organisationnels dans une Arabie qui commençait à organiser son clergé. Donc, il y a eu un transfert de technologie institutionnelle par ces Égyptiens. Et puis, il y a une deuxième chose, c'est la politique. C'est-à-dire que les Égyptiens, ils viennent d'un environnement où on parle politique. Dans les années 20, jusqu'à la période nassérienne, c'est la monarchie. C'est une monarchie constitutionnelle où on débat, on écrit, on s'insulte, on s'invective, on fait des articles, on dénonce le communisme, etc. Donc, effectivement, il y a une vivacité du débat égyptien qui n'existe pas comme telle en Égypte. Et puis, une politisation, en particulier vers les frères musulmans. Donc, tout ça a été apporté par les Égyptiens en Arabie Saoudite. Toute une doctrine plus politique, toute une vision plus... voilà, un engagement plus hors des textes avec le monde. Avec les grandes idéologies du siècle, avec... Voilà. Et les auteurs égyptiens ont fait partie de ceux qui, voilà, ont introduit dans l'islam saoudien cet engagement avec le siècle, on va dire un petit peu. Donc oui, voilà, pour répondre à la question, c'est presque ce qu'on peut dire. Merci. Je crois que monsieur, vous aviez une dernière question. Alors rapidement, parce que... Juste un dernier mot sur Salah Abou Smaïl et le rôle qu'il a joué après. C'est-à-dire 2011 a été comme un coup de foudre qui est tombé sur la tête de tout le monde, y compris de ces organisations-là et nous-mêmes aussi. Donc, voilà. Mais le calcul des frères musulmans, les frères musulmans se disputaient entre eux pour savoir s'ils se présentaient ou pas. Il y a eu même la scission de Ahmed. Oui, pardon. Plus près de là, voilà, plus près. Mais, donc, est-ce que c'est vraiment le facteur Salah Abou Smaïl qui a poussé les frères musulmans ou plutôt des luttes internes entre eux, après, et le billard à 5 bandes avec l'armée, le peuple, tout ça, qui a poussé les frères musulmans à présenter un candidat? Je crois que ça a été un facteur décisif. C'est-à-dire que moi, mon terrain m'a montré, j'y étais à l'époque, hein, et je me souviens de voir mes interviewés frères musulmans à l'époque, au moment, donc c'est début avril, d'abord Khairat al-Shatar, puis Khairat al-Shatar est mis sur la touche au bout de quelques jours, du fait de son passé judiciaire, et c'est Mohamed Moussi qui le remplace. Et moi je me souviens qu'à l'époque, évidemment, je suis sur le terrain, donc je vais voir les cadres frères musulmans que je connais, et en particulier ceux qui me parlent assez librement, et immédiatement ce qu'on me dit c'est, je dis pourquoi ils font ça? Ils me disent ils ont peur de Hazem. Ils pensent que Hazem Abou Ismail va gagner. Et ils sont embêtés. Alors, il n'y a pas que Hazem, il y a le facteur Aboul Foutour aussi. C'est-à-dire que vous avez deux islamistes indépendants qui sont en train quand même de dominer. Et les frères musulmans qui se considèrent quand même comme le Jama'a al-Umm, on est quand même le grand parti, la grande confrérie, de voir deux indépendants qui se réclament de l'islam, qui l'un et l'autre ont eu des liens passés avec la confrérie, qui aujourd'hui font cavalier seul et ont des chances de l'emporter. Parce que les frères musulmans à l'époque pensent que, vu comment on peut dire, l'élan islamique qui est en Égypte, c'est forcément un candidat islamique qui va l'emporter. Donc ils se disent, on va laisser un gars sur lequel on n'a aucun contrôle l'emporter. Alors Hazem, il croit plus en Hazem qu'en Aboul Foutour, mais il y a aussi le facteur Aboul Foutour. Ils se disent, attendez, si un candidat islamiste doit l'emporter, de toute façon, nous, on en paiera le prix, parce que tout ce qu'il fera nous retombera dessus.
et on n'aura aucun contrôle sur lui. Bah, autant qu'on présente le nôtre. Et à ce moment-là, il y a ce qui va... Au même moment, si vous vous souvenez bien, il y a Omar Soleiman qui se présente aussi, qui va ensuite se retirer. Et donc il y a un espèce de moment au début du mois d'avril où la pression s'accroît sur les frères musulmans. Mais voilà, moi, la lecture qu'on me fait à l'époque, et à laquelle que j'argumente un peu dans le livre, hein, c'est que vraiment, c'est le facteur Abou Ismaïl qui va être assez décisif dans cette décision, qui va, de fait, les mettre sur la voie de la confrontation finale avec l'armée. C'est-à-dire que c'est le moment où ils décident de s'emparer de la présidence, qu'effectivement, on entre dans un jeu à somme nulle, quoi. Ouais. C'est eux qui mangent l'armée ou c'est l'armée qui les mange. Ils ont essayé de convaincre le juge de j'oublie son nom, de la Cour de cassation, de se présenter, qui n'était pas musulman, et d'être, pour ainsi dire, leur porte... Alors ils ont essayé, je vois de qui vous parlez, mais ça n'a pas... oui, tout à fait, ils n'ont pas réussi, et ils n'ont pas eu la... Je pense qu'il leur aurait... Enfin, je veux dire, là encore, hein, si on prend le modèle qu'avait Soufiane Narda, il leur aurait fallu un Marzouki égyptien, qui aurait permis de dire « il est avec nous, mais ce n'est pas un islamiste ouais. ». Le problème, c'est qu'à ce moment-là, en fait, la polarisation politique était telle en Égypte qu'aucun non-islamiste n'était prêt à se présenter avec le soutien des frères musulmans. Et donc, on était déjà dans un contexte où ils ne pouvaient plus compter. Ce qu'a fait Narda n'était plus reproductible en Égypte, déjà, dans ce contexte. Écoutez, il me reste à te remercier, Stéphane, pour cette présentation. Merci.